Je vais faire comme Arnaud, je vais porter le micro comme un MC. Le chronomètre est parti. Alors, Arnaud, il a fait beaucoup d'humour. Moi, j'en ai pas mis beaucoup. Donc, désolé. Ce soir, j'ai 18 minutes, donc je vais essayer de mettre 18 heuristiques sur comment découper en bandit de contexte pour faire des bons contours de microservices. Allez, c'est parti. Donc, en matière de découpage en bandit de contexte ou microservices, il y a les façons faciles, on suit les pointillés. Et puis, il y a les façons difficiles. Voilà, il faut un peu plus d'énergie et un peu plus de volonté. Alors, on va commencer. Donc ça, c'est le générique. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Siriux sur Twitter et je fais du domaine driven design depuis pas mal de temps. Toujours Paris Software Craftsmanship, Crafter, on dit aujourd'hui. Qui en fait partie d'ailleurs parmi vous? Juste pour savoir s'il y a une intersection. Ouais, elle est bien bonne l'intersection. Et puis donc toujours Arola, CTO, où on aime tous les trucs en DD. Donc les microservices, je vais commencer par les façons de le faire qui sont des mauvaises façons. Donc tout ce que vous avez entendu avant, c'est illustré ici. Donc c'est les façons de découper qui sont faciles et qui sont des mauvaises idées. Découper par couches, bien sûr, ça ne va pas aller parce que les couches vont devoir se parler sans arrêt et si on met du réseau par exemple entre toutes, ça va mal se passer. Découper par techno, alors là c'est la roulette russe. Vous avez de la chance, vous n'avez pas de chance. Si votre techno correspond par hasard à un domaine métier, vous avez de la chance. Si ça ne correspond pas, ben, pas de bol. Vous aurez des tas de couplages indésirables, ça va mal se passer. La dernière façon, on l'a vu tout à l'heure, c'est la façon la plus facile, la plus fréquente. On la voit même dans les talks sur les microservices, même dans des conférences très bien, si. C'est donc, vous avez différents concepts, différentes entités, vous décomposez un service pour chaque. Donc par exemple, tout ce qui parle de user, paf, service user. Tout ce qui parle de client, paf, service client. C'est facile en fait, hein. Tout le monde sait le faire. Mais faites pas ça. Hein. En général, alors parfois ça marche, mais c'est vraiment pas de chance. En général, ça marche pas. Donc comment maintenant on va passer au plus positif. J'ai derrière les messages de attention qu'on a vu tout à l'heure, là je vais amener des bonnes nouvelles quand même. Comment qu'on fait quand on est quelqu'un de normal, avec un cerveau normal, pour découper en bandit de contexte et garder sa sanité mentale? Alors déjà, vous l'avez tous compris, ça, le b.a.-ba, c'est qu'on va penser au domaine métier, et même en sous-domaine. Parce qu'un domaine, c'est gros quand même. Hein. Si je dis je bosse dans la finance, c'est quand même énorme. Et donc, on va regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces domaines, et c'est comme ça qu'on fait presque toujours, au point qu'on finit par confondre, et vous confondez sans doute comme moi, bandit de contexte, sous-domaine, pareil, n'est-ce pas? On confond tous, hein. On confond tous, en langage courant, en tout cas, on confond tous. Et on a raison de confondre, parce que quand même, en général, c'est vrai qu'on aligne les seconds sur les premiers. Si dans mon métier, j'imagine que j'ai de la compta, et que dans la compta, j'ai la clôture, je risque de retrouver ça dans mon domaine, dans mon système. Donc, en gros, on a la vue problème en haut et la vue solution en dessous. Je vous ai dit, j'ai oublié l'humour ce soir, donc en fait, on va être très sérieux ce soir. On va dérouler les patterns. J'espère que ça va servir de base après pour les discussions libres. Et donc, par exemple, des exemples de domaines métiers, c'est tout ça. Sur un site de vente de livres, on aurait tous ces domaines métiers. C'est un exemple au bluff, mais qui est assez crédible. Vous voyez, donc on est sur des zones qui cherchent à faire des choses, à accomplir quelque chose d'assez différent, les unes les autres. Et donc, elles ont leur autonomie aussi au sens métier. C'est pour ça que c'est une bonne idée de découper comme ça. Alors, comment qu'on fait pour les identifier en vrai? Par exemple, quand je fais du conseil, j'arrive dans une entreprise que je ne connais pas du tout. Et donc, une technique de base, c'est bien sûr de parler avec des gens. Parce qu'en fait, les gens de l'entreprise, ils ont déjà une vision du métier dans leur tête et comment ils se décomposent en sous-domaines et sous-sous-domaines. Et donc, par contre, ils n'ont pas tous la même. Elles peuvent se ressembler, elles peuvent différer, elles peuvent ne pas être compatibles. Et donc, c'est un boulot aussi. Ça peut être le vôtre dans votre projet, dans votre appli. Ça peut être le vôtre en tant qu'architecte sur un périmètre plus grand. Si vous faites déjà de l'urbanisme, bah ça tombe bien, c'est votre rôle officiel de faire ça. Oui, ça existe, l'urbanisme. Ah, j'ai fait de l'humour sans le savoir. Et donc, ça se passe avec des interviews, et donc en écoutant les gens, en écoutant leur langage, et en écoutant leur but aussi dans la vie. Et le résultat de ces discussions, de ces consensus, c'est une sorte de carte avec des patates dans des patates dans des patates. La principale innovation de DDD, c'est qu'on ne dessine plus les boîtes en carré, mais en patates. Et on les imbrique entre elles. Et donc là, on a une vision un peu anonymisée, mais elle est assez réelle. Vous voyez, vous avez des zones, par exemple, distribution, c'est toute une zone qui s'occupe de vendre des trucs, au final. Mais à l'intérieur, pour vendre des trucs, il faut donner envie, montrer ce qu'il y a, un catalogue. Le catalogue a besoin de choses avec lui, comme la navigation, la recherche, etc. Et tous les autres domaines côte à côte. Et chaque mot ici, c'est un consensus entre pas mal de monde. Consensus, ça veut dire qu'au début, ils ne sont pas d'accord. Hein. Ça vient pas tout seul, un consensus. Un consensus, ça veut dire qu'il faut un peu d'effort et il faut mouiller sa chemise. Ça demande de l'énergie. Donc on peut le faire
Alors, toutes les heuristiques que je vous présente là, elles sont toutes applicables et toutes applicables en même temps, en parallèle. Et donc, par exemple, on peut faire des interviews, on va faire des interviews, tout ça, et peut-être que juste avant ou juste après, on aurait fait une autre pratique qui est, bien sûr, l'event sourcing. Event storming, pardon. Donc, mon micro vient de s'éteindre. Je ne sais pas si... Non, oui, c'est vraiment éteint. J'ai entendu un POC et... Il a fait POM. J'ai trop postillé dedans? Peut-être. Et là, c'est l'ordi qui tombe. Et oh, oh. Bon, je vais continuer à cappella. Yeah. Un peu d'encouragement. Ouais. Bon, alors, bref, en tout cas, là, j'ai rien. Oh, oh, oh. Non, non, sérieux. Donc, là, c'est une pratique. Vous avez tous entendu parler d'event storming, vous en pratiquez déjà. C'est un truc à la mode et c'est très efficace parce qu'une fois que vous avez collé vos post-it qui représentent des événements métiers, des domain events, que vous les avez organisés en fonction des use cases qui vont ensemble, comme par hasard, ces clusters de stickers sur le mur, ben, hey, bon, là, ils ont fait des jolis dessins d'animaux, mais réellement, ça doit être c'est déjà des très bons candidats, c'est des candidats de découpage de domaines métiers. Ça tombe bien, d'ailleurs, c'est comme si les domaines métiers, c'était des groupements de use cases qui vont ensemble. Vachement intéressant. Donc, à côté de ça, on a évoqué le langage. Domain Driven Design, de toute façon, c'est une obsession pour le langage, pour les mots. Ça, c'est fondamental et super important. Et donc, si dans des conversations avec différentes personnes du métier, vous parlez de clients, ils vous parlent de compte, ou vous parlez de clients et vous répondent récipient, donc destinataire en français, implicitement, c'est presque le même mot. On appelle ça des quasi-synonymes, mais ce n'est pas du tout la même chose. La connotation, bien sûr, est très différente. Si je parle de destinataire, bien sûr, on est en train déjà de parler de livraison. Et les humains sont assez forts pour le deviner, l'inférer automatiquement. Les machines, pas du tout. Et notre boulot de développeur, c'est de faire attention au langage pour reconnaître tout ça. Donc, le langage est un indice de découpage de domaine métier et donc de bandit de contexte. Et justement, à propos de langage, il y a une astuce dans mes trainings qu'on m'a fait remarquer à un moment donné. Mais au fait, les bandits de contexte, les sous-domaines, quand ils sont bien faits, ils portent en général des noms qui finissent en ing ou en tion en français. Comme par exemple billing, shipping, recommandation, navigation, recherche, catalogue. Non, mais sérieux, ça marche souvent quand même. Hein. Et alors, comme d'habitude, en bon Twitter geek, je poste ça sur Twitter aussitôt. Ouais, j'ai fait une découverte. Et donc, Twitter me répond, la personne dit Livrez-nous. C'est normal, parce qu'en fait, les domaines, ils cherchent à accomplir quelque chose. Et quand on cherche à accomplir quelque chose, en général, on utilise un verbe. Mais après, les domaines, on a envie de les mettre avec des noms. Et donc, pour transformer un verbe en nom, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute ing au bout ou sion au bout. Ping, nickel. Ça tombe bien, ça, tout ça. Hein. Donc, c'est logique, cool. Donc, encore une heuristique. Je vais mitrailler, là. Alors, bien sûr, il y a l'autre heuristique qui est fondamentale aussi dans le Domain Driven Design, c'est que la même chose, selon les domaines, selon les contextes, on la voit différemment. Ou alors, et donc, par exemple, un bouquin, ça c'est un exemple que Grégory avait cité dans un vieux Devox, qui est un super exemple, un livre, quand il est dans le catalogue, il peut ressembler à un livre, avec une couverture, un titre, etc. Mais quand il est un élément de recommandation, dans le domaine de la recommandation, qui finit en sion, c'est juste un ID qui, en général, est acheté avec d'autres ID. Il n'a même plus de forme de livre. On le modélisait très différemment. Naturellement, on le modélisera très différemment. Et donc, on peut s'en servir à l'envers. Si on se dit, tiens, j'hésite très fort entre deux façons de modéliser une chose, il est fort possible qu'en fait, les deux façons soient toutes les deux utilisables en même temps, juste pas au même endroit, donc dans deux domaines, deux bandits de contexte, et donc dans deux microservices, si vous poussez la logique jusqu'au bout. À propos des microservices, d'ailleurs, le monolith ready, moi j'aime bien l'appeler, parce que c'est plus excitant, l'appeler microservice ready. Vous savez, comme les télés qui étaient HD ready. Le modular monolith, je digresse. Mais bon. Alors, un peu une variante sur les modèles, c'est qu'un exemple qui arrive parfois dans des métiers un peu riches, c'est que le même objet de la vraie vie, un trade par exemple, ou un client, ou un panier d'achat, vous pouvez le voir tantôt comme une classe, un record, donc un truc avec des champs dedans, ou des fois il a plus une gueule tabulaire, une liste de trucs, parfois il a plus une gueule d'arbre, et parfois il a carrément une gueule de graphe complet, un peu difficile, avec plein de nœuds en tous les sens, il n'est même pas aussi simple qu'un graphe. Tout ça peut être vrai en même temps,
Votre panier peut tantôt être l'un, tantôt être l'autre. C'est des indications en soi, c'est des indices que vous avez besoin à la fois de la vue graphe et la vue tabulaire dans deux domaines différents. C'est un corollaire au précédent, en fait. Mais réellement, j'ai compté, j'ai bien 18 heuristiques ce soir. Donc, bien sûr, il y a un autre critère, comme toujours en design, si on regarde l'évolution des choses, c'est aussi un critère. Des choses qui évoluent à des rythmes différents, il se peut qu'elles soient fondamentalement des choses différentes. Ça marche aussi au niveau des domaines. Il y a des domaines qui vivent leur vie en secondes, en millisecondes, et d'autres qui vivent leur vie en semaines, en années. C'est aussi un indicateur, c'est encore une heuristique qui suggère que peut-être on aurait une différence. Ça marche aussi au niveau des commits. Si vous regardez vos commits et que vous avez des clusters de commits à des endroits, ça peut suggérer que vous avez une zone conceptuelle homogène qui vit sa vie pour des certaines raisons. Donc Adam Thornhill a un bouquin entier dessus, les rayons X du logiciel, du design logiciel, sur comment miner votre Git pour exploiter des infos de design dedans. Mais je n'ai pas le temps d'en parler plus. Une autre chose qu'on pourrait faire aussi pour suggérer des domaines et des bandits de contexte dans votre code, ce serait de regarder quels sont les clusters de data dans vos classes, par exemple, et les groupes de fonctions qui vont avec, qui s'utilisent entre eux de façon assez intime. Par exemple, validate address et estimate shipping cost utilisent à fond shipping address. Et ce truc-là, ce cluster, à l'intérieur, qui est en général mélangé avec tout le reste dans votre système, si on pouvait faire une analyse comme ça de treillis, ça s'appelle comme ça apparemment pour les scientifiques, de regrouper, de clusteriser ce qui travaille ensemble, on aurait aussi une indication de ce qui pourrait être un domaine et donc un bandit de contexte. Enfin, il existe pour certains cas, un cas où il n'y a pas que le domaine qui sert à découper des bandits de contexte. C'est le cas où vous avez des grosses, même à l'intérieur d'un sous-domaine, vous avez peut-être une grosse asymétrie entre la lecture et l'écriture. Ça vous rappelle quelque chose? Ça rappelle CQRS. Et donc, ça peut, par exemple, dans les métiers, certains métiers l'ont déjà digéré. Le catalogue, un truc très, très lecture seule, en général, est différencié de tout ce qui est PIM, alimentation de produits dans le catalogue, parce que c'est une partie qui est à volume beaucoup plus réduit en écriture, et la partie lecture est très, très différenciée. Parfois, la technique a fui dans les métiers. Historiquement, même à l'époque où on faisait des catalogues en papier, ces séparations ont déjà eu lieu. C'est intéressant, des fois, la technique se mélange au métier. Parfois, vous aurez même des choses qui sont en plusieurs fois, mais qu'on refait deux fois, qu'on modélise deux fois, parce qu'il y a des pressions techniques très, très différentes entre les deux côtés. Donc ici, j'ai une liste de dichotomies classiques. Gros volume, petit volume, lecture-écriture. Des fois, c'est la confidentialité aussi qui peut nous forcer à découper à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est histoire d'ouvrir la réflexion. Il y a encore une troisième mode d'heuristique, enfin un autre mode d'heuristique important, c'est de se dire, une fois que vous connaissez très bien un gros domaine, et que vous l'avez bien cartographié dans votre tête de long en large, n'importe quel autre nouveau domaine, vous pouvez le comparer et essayer de le raccrocher à celui que vous connaissez déjà. Et par exemple, le e-commerce, on le connaît tous, on commence à le connaître un peu par cœur. Là, ici, avec des collègues, on a essayé de faire la liste de plein de domaines classiques en e-commerce. Ben, il s'avère que même si vous construisez un compilateur, vous pourriez essayer de dire quel domaine correspondrait à mon domaine de compilateur. Si vous êtes sur la distribution d'assurance, où le catalogue ne ressemble pas tout à fait à un catalogue, vous avez quand même l'équivalent d'une liste d'offres quelque part. Et donc, ça permet des fois de se rassurer. Et ce que vous voyez ici aussi, c'est que très souvent, on a une heuristique de continuité quand même entre les domaines. Ce qui commence dans un domaine passe ensuite, continue sa vie dans un autre, et encore dans un autre. Et ça permet aussi de se dire, si j'ai plusieurs domaines et que je ne vois pas le lien entre eux, c'est peut-être qu'il y a un trou dans la raquette et que j'en ai oublié un au milieu. Je vais terminer sur quelques petites heuristiques faciles. Il y en a une, c'est si vous êtes par exemple une équipe et qu'il y a une autre équipe et que vous ne dépendez pas du même boss, tout en haut, clairement il faut séparer, parce que le boulot de vos directeurs, ce n'est pas d'être d'accord entre eux. Ça, c'est juste la survie de base. Mais c'est aussi qu'ils ont des buts différents, donc clairement, ce ne sera pas les mêmes buts ensuite. L'alignement ne sera pas possible, parce que vous en êtes déjà dans des hiérarchies différentes, qui sont faites pour pour s'affronter. En fait, c'est pour chercher un équilibre optimal. C'est pareil, on va dire. Et donc, la dernière qui est très facile, c'est que dans les entreprises sont parfois déjà découpées aussi en domaines et sous-domaines, mais c'est quasiment jamais de façon régulière. Et bien sûr, l'organigramme d'entreprise à grosse maille est aussi un input dans la réflexion. Le dernier, et ça rejoint ce que disait Arnaud, c'est que parfois on ne sait pas, ou parfois on hésite, et une heuristique extrêmement importante, c'est de se dire, donnons-nous un peu de temps,
Et attendons voir comment ça évolue, jusqu'à ce que ça devienne évident. Alors, justement, vous pouvez le faire avec du microservice ready, c'est-à-dire vous décomposez juste en modules dans le même process, comme ça, le changer d'avis coûte pas cher, et vous commencez à séparer en process seulement quand vous en avez besoin ou quand vous êtes sûr. Pour terminer, je vais présenter une dernière chose qui n'a rien, justement, découper des bandits de contexte, c'est très très important pour les microservices, mais parfois il y a aussi des microservices qui n'ont absolument rien à voir avec des domaines et qui n'ont rien à voir avec Domain Driven Design, parce qu'ils ont des contours qui n'ont rien à voir avec le domaine du tout, parce qu'ils ont à voir avec ceux qui utilisent votre système. Et donc là, je rejoins aussi, bien sûr, le bon goût d'Arnaud dans le choix des icônes. Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, ça concerne l'intérieur de ce truc que j'ai dessiné en hexagone. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, j'aime bien les hexagones de façon générale. C'est une sorte d'obsession. Et donc, parmi tous vos services, tous vos microservices alignés sur des bandits de contexte, la majorité sont à l'intérieur. Mais il y en a aussi un certain paquet que j'ai envie de dessiner sur les bords, parce que j'ai le droit. Certains sont de type gateway. Ils servent de fournisseurs de services de l'extérieur. Et puis d'autres sont plutôt de type front service, qui servent à accéder à mon système de microservices de l'extérieur. Et ces front services, ils suivent une logique qui n'a rien de métier. Ils suivent une logique qui a complètement à voir avec les audiences de ceux qui vous consomment. Est-ce que je suis B2B versus B2C? Est-ce que j'accède par un mobile ou par un desktop? Est-ce que je suis Spotify ou SoundCloud comme partenaire connecté qui utilise votre truc, etc. Donc c'est un autre univers qui vit complètement différemment. Voilà, donc je pense que j'ai posé plein de graines pour des discussions après. Merci de votre attention.